Jean-Claude Dufresne n'était pas un homme comme les autres. À 89 ans, il vivait dans une petite maison en pierre, un peu à l'écart de la ville, entouré d'un jardin qu'il entretenait avec une rigueur quasi militaire depuis plus de 50 ans. Les roses, les pivoines, les lavandes et les lilas semblaient se plier à sa volonté avec une délicatesse qu'il n'attribuait jamais à ses propres mains vieillissantes. Chaque buisson, chaque plante, était le fruit de son travail acharné et de son amour pour la nature, une tranquillité bien méritée après une vie remplie de combats, de sacrifices et de pertes. Le bruit de la ville semblait loin, presque irréel, comme une autre époque, un autre monde. Mais ces dernières années, la paix qu'il avait soigneusement cultivée avait été perturbée par quelque chose de bien plus insupportable, les motards. Ils arrivaient presque chaque soir, comme des ombres menaçantes, des fantômes modernes, leurs moteurs hurlant dans la nuit. Jean-Claude les entendait bien avant qu'ils n'arrivent, le grondement du moteur faisant vibrer les fenêtres de sa maison, traversant le calme fragile de son monde. Les jeunes motards, assoiffés d'adrénaline, s'engageaient à toute vitesse dans les rues étroites du quartier résidentiel, les pneus crissant sur l'asphalte, brûlant les feux rouges sans hésitation, s'arrêtant à peine à chaque intersection. Leur indifférence totale à la sécurité et au respect des autres le révoltait. Jean-Claude, qui avait vécu la guerre, les combats et les épreuves de la vie, se retrouvait face à une violence différente, une violence nouvelle. Une violence insidieuse, sans éclat ni canon, mais tout aussi dévastatrice pour son âme. Ces jeunes, avec leur arrogance et leur mépris, incarnaient pour lui un affront à tout ce qu'il avait défendu, un manque de respect qu'il avait passé une vie entière à défendre. Respect des autres, respect de soi, respect des sacrifices de ceux qui étaient venus avant. Tout cela semblait se dissoudre dans les rues, emporté par les rugissements des moteurs. Ce n'était pas seulement le bruit qui le dérangeait, bien que ce fût déjà insupportable. C'était leur absence totale de considération. Jean-Claude avait défendu la dignité toute sa vie, dans les tranchées, sur les champs de bataille, à travers les années difficiles où il avait construit son existence avec l'acier d'une volonté inébranlable. Il avait appris à survivre à la guerre, à accepter la souffrance, à regarder la mort en face sans ciller. Mais maintenant, ce qu'il vivait chaque soir n'était pas un affront direct, une menace visible. C'était une lente érosion, comme un sable qu'on laisse couler dans un vase fragile. C'était le poison doux de l'indifférence, du manque de respect. Le vrombissement des moteurs semblait pénétrer son esprit, tourmenter ses pensées, réveiller des souvenirs lointains. Il avait fait des sacrifices pour son pays, pour sa famille, pour sa dignité. Et pourtant, aujourd'hui, c'était comme si tout cela n'avait plus de valeur face à l'anarchie que ces jeunes motards représentaient. Chaque bruit de moteur, chaque éclat de lumière dans la nuit, le ramenait à son passé, à des images de bataille, de soldats tombés, de camarades disparus. Ces souvenirs, qu'il avait soigneusement dissimulés dans les coins sombres de son esprit, remontaient à la surface, comme des fantômes qui n'avaient pas l'intention de le laisser en paix. Les flashbacks le frappaient avec une telle intensité qu'il se retrouvait parfois figé dans son fauteuil, les mains serrées sur les accoudoirs, pris entre la mémoire de la guerre et la brutalité de la réalité présente. Le son des moteurs se transformait en un rugissement de guerre, et les motards en fantômes d'ennemis invisibles, irrationnels. Les nuits devenaient de plus en plus longues. Jean-Claude avait du mal à s'endormir. Le bruit des moteurs, qui s'infiltrait jusque dans ses rêves, semblait briser le peu de paix qui lui restait. C'était comme une seconde guerre, une guerre contre le temps, contre la perte de ce qu'il avait aimé et construit. La guerre qu'il avait combattue autrefois était derrière lui, mais celle-ci, cette nouvelle bataille contre les jeunes motards, l'affectait plus profondément que tout. Son corps, bien que robuste pour son âge, ne lui offrait plus la même résistance qu'avant. Ses mains, jadis fermes et sûres, tremblaient parfois lorsqu'il tenait un objet. Ses jambes, qu'il avait portées si loin, étaient aujourd'hui des alliés peu fiables, le forçant souvent à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer plus facilement dans la maison et le jardin. Chaque mouvement semblait lui demander un effort colossal, chaque pas était une victoire temporaire contre l'affaissement inévitable du corps. Il se surprenait à se reposer de plus en plus souvent, à regarder les fleurs dans son jardin avec un sourire nostalgique, comme si elles étaient le dernier témoignage d'une époque révolue où tout semblait encore à sa place. Mais à chaque rugissement de moteur, il ressentait cette érosion de la dignité, celle qui ne pouvait pas être réparée par un simple regard ou un coup de pinceau. Ce n'était pas la guerre physique qu'il avait connue, mais une guerre contre la dégradation de ce qu'il était, une guerre contre l'insouciance d'une jeunesse qui ne semblait plus comprendre la valeur du respect. Il avait essayé de parler à la police. Bien sûr, il avait pris le courage d'appeler plusieurs fois, en expliquant calmement la situation. Mais chaque intervention policière se soldait par une déception.
Les jeunes motards, toujours plus rapides que la loi, semblaient s'en moquer. Les amendes, les avertissements, les sirènes des policiers, tout cela n'était qu'une formalité pour eux. Ils les ignoraient systématiquement, comme si la loi était une suggestion et non une obligation. Chaque fois qu'il passait devant sa maison, c'était comme une gifle dans le visage de sa dignité. Chaque rugissement de moteur était un rappel brutal qu'il n'avait plus de pouvoir dans un monde qui semblait avoir perdu ses repères. Un soir, après une journée particulièrement difficile où les moteurs avaient grimpé en intensité, où le bruit avait déchiré la nuit jusqu'à l'aube, Jean-Claude décida qu'il en avait assez. Il n'avait plus la force de se laisser faire, de se cacher derrière le silence. Il prit son téléphone, un vieux modèle qu'il gardait sur une table en bois, usé par les années mais encore fonctionnel. Ses doigts tremblaient légèrement, l'arthrite étant devenue une vieille compagne de route, mais il ne laissa pas cela l'arrêter. Il savait ce qu'il devait faire. Il composa le numéro qu'il n'avait pas appelé depuis trop longtemps, un numéro qui appartenait à son ami d'antan, à un frère d'armes qu'il avait connu lors de la guerre d'Algérie. Paul. Un homme de caractère, d'honneur et de respect, qui, lui aussi, avait sacrifié une partie de sa vie pour le pays. Un homme qui avait vu les mêmes horreurs, vécu les mêmes épreuves, et qui, malgré tout, avait su se relever encore et encore. Il n'avait pas eu besoin de se voir souvent après la guerre. Le temps, les années, la distance avaient fini par faire leur œuvre. Mais aujourd'hui, Jean-Claude savait qu'il avait besoin de lui. Il avait besoin d'un dernier soutien, d'une dernière démonstration que la solidarité, la fraternité, n'étaient pas de simples mots vides de sens. Paul. C'est Jean-Claude, dit-il, sa voix rauque mais déterminée. Paul était un vieux camarade de guerre, un homme d'une 50aine d'années plus jeune que Jean-Claude, mais qui avait toujours été l'un de ses plus grands alliés, son frère d'armes dans le feu de l'action. Ils s'étaient rencontrés pendant la guerre d'Algérie, deux jeunes hommes jetés dans la tourmente de l'histoire. Leur amitié s'était forgée dans la brutalité des combats, dans les rires et les pleurs partagés autour du feu de camp, dans les silences lourds après chaque offensive. Ensemble, ils avaient vécu des moments de camaraderie intense, mais aussi des instants de terreur et de souffrance, des scènes de violence qui marquaient à jamais l'âme. Jean-Claude se souvenait encore des nuits sans fin, des rires nerveux pour chasser la peur, des adieux silencieux faits à des camarades tombés au combat. Ces souvenirs étaient devenus des cicatrices profondes, mais dans ces cicatrices vivait une fraternité inébranlable. Une amitié qui n'avait pas besoin de mots pour être comprise. Un simple regard suffisait pour que l'un sache ce que l'autre ressentait. Lorsque Jean-Claude appela Paul, il savait qu'il pouvait compter sur lui. Cette confiance ne venait pas seulement du fait qu'ils avaient partagé l'horreur de la guerre, mais aussi du respect et de la loyauté qui avaient survécu à travers les années. Paul, bien qu'il fût plus jeune, avait toujours eu un sens aigu de la justice et un cœur de guerrier, un leader naturel capable de fédérer ceux qui l'entouraient. Et aujourd'hui, avec ses 55 ans et des années d'expérience qui s'étaient accumulées comme les médailles qu'il portait fièrement sur sa veste, Paul était devenu un homme respecté dans la ville, un vétéran de guerre devenu pilier de la communauté. Il avait su se reconstruire après la guerre, transformant sa position dans l'armée en une influence positive dans le civisme et la solidarité. « Jean-Claude, ça fait longtemps. »« Comment tu vas ?» demanda Paul, sa voix pleine de chaleur, un léger sourire dans son ton, mais Jean-Claude percevait la préoccupation et la sincérité sous ses mots. Jean-Claude, qui avait l'habitude de cacher ses émotions derrière une façade de stoïcisme, se laissa pourtant envahir par une frustration palpable. Sa voix, rauque mais déterminée, trahit son sentiment d'épuisement et d'impuissance. « J'ai besoin de toi, mon vieux. Il y a ces motards, ici dans le quartier, et je n'en peux plus. Je suis fatigué de les voir défier le respect, jour après jour, sans que personne ne fasse rien. Ils ne m'écoutent pas, Paul. Personne ne les arrête. C'est comme un fléau. Ils détruisent tout ce qui reste d'ordre et de dignité ici. » Paul, immédiatement, comprit la gravité de la situation. Leur amitié, forgée dans les années de guerre et renforcée par les épreuves de la vie, n'avait jamais cessé de fonctionner sur un simple regard ou un mot. Paul savait ce que cela signifiait pour Jean-Claude, cet homme qui avait survécu à des horreurs bien plus grandes que le simple bruit de moteur, mais dont la dignité se voyait aujourd'hui bafouée par cette violence moderne. Il savait aussi que l'âme de Jean-Claude ne demanderait jamais de l'aide si ce n'était vraiment nécessaire. « Attends un instant, je vais régler ça, » répondit Paul avec une calme détermination, une voix qui portait la promesse d'une action imminente. Jean-Claude n'eut même pas le temps de répliquer, pris dans un tourbillon de pensées contradictoires, entre soulagement et incertitude. Il savait que Paul ne faisait jamais de promesses en l'air. Le téléphone se coucha. L'attente devint lourde,
interminable. Jean-Claude s'assit dans son fauteuil, fixant le vide. Les bruits de la rue étaient un peu moins intenses ce soir-là, comme si l'atmosphère elle-même sentait que quelque chose allait changer. Il se leva lentement, puis se dirigea vers la fenêtre. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé de quelques nuages cotonneux qui flottaient paresseusement. Mais la tranquillité du ciel contrastait avec l'agitation dans son cœur. Il entendait déjà les moteurs au loin, menaçant de briser la paix précaire qu'il avait connue toute sa vie. Soudain, un étrange silence envahit le quartier. Un silence qui fit frissonner Jean-Claude. Le bruit des motos s'éteignit comme une étincelle qu'on écrase sous un pied. Il se précipita vers la fenêtre, ses yeux scrutant la rue. C'est alors qu'il les aperçut. Un groupe d'hommes marchait lentement dans la rue, la démarche assurée, les épaules droites malgré l'âge. Ce n'étaient pas des motards. Ce n'étaient même pas des policiers. Non, ce n'étaient que des vétérans, des hommes comme lui, qui avaient eux aussi connu la guerre, les horreurs et les sacrifices. Mais ces hommes étaient différents. Ils portaient des médailles, des rubans, des insignes de courage et de sacrifice. Chaque médaille était un symbole de leur engagement, de leur respect pour la liberté et l'honneur. C'étaient des fantômes du passé, mais aussi des héros qui marchaient pour défendre l'honneur d'un homme et la paix d'un quartier. Jean-Claude ressentit une vague d'émotion qu'il n'avait pas anticipée. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une gratitude profonde. Ces hommes, ses frères d'armes, étaient venus. Ils n'étaient pas venus pour mener une bataille. Non, leur mission était bien plus noble. Ils étaient venus défendre l'héritage de la guerre, ce respect sacré qu'il avait toujours voulu préserver, ce respect qui semblait aujourd'hui être une denrée rare. Paul était en tête de ce petit groupe, comme un général menant ses troupes, son regard déterminé, son port de tête droit. Bien qu'il ait pris de l'âge, sa stature imposait toujours le respect. Il n'y avait pas de mots, pas de gestes violents. Ces hommes ne se comportaient pas comme des envahisseurs. Ils étaient là pour marquer leur présence, pour rappeler que l'honneur ne se brade pas. Les motards, pris de court, ne bougèrent pas immédiatement. Ils avaient l'habitude d'être les maîtres des rues, de régner par la terreur et l'indifférence. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Ils s'étaient arrêtés, déstabilisés, comme si la brutalité de leur conduite avait été frappée par un éclair de conscience. L'un d'eux tenta de protester, de ricaner, mais la voix de Paul, calme mais ferme, coupa court à toute tentative de rébellion. Ce quartier n'est pas un terrain de jeu, et ce respect-là, vous allez l'apprendre, jeunes hommes, dit-il d'une voix glaciale, son regard perçant les motards qui, pour la première fois, se turent, figés sous le poids de l'autorité qui les surplombait. Vous allez partir maintenant, dit Paul d'une voix grave, sans une once d'hésitation, mais pleine d'autorité. Ces mots résonnèrent comme un écho, amplifié par les années d'expérience et de lutte qu'il portait en lui. Ce quartier n'est pas un terrain de jeu pour vos conneries. Vous avez respecté, vous respectez. Sinon. La menace, simple et limpide, flottait dans l'air, mais elle n'avait pas besoin de mots supplémentaires pour être comprise. Elle avait le poids de l'honneur, de l'intégrité d'hommes qui avaient fait face à la guerre, qui en étaient revenus et avaient su préserver leur dignité, quelle qu'en fût la forme. Les motards, la tête baissée, ne cherchaient même pas à protester. Leur visage, d'abord arrogant et défiant, s'était figé sous la pression invisible mais indiscutable de l'autorité des vétérans. Ces hommes, leur regard aussi tranchant que l'acier, incarnaient bien plus qu'un simple pouvoir physique. Ils étaient le poids de l'histoire, des années de combat et de sacrifice. L'aura qui émanait d'eux était intouchable. Ils étaient, pour ces jeunes motards, un rappel silencieux mais puissant qu'il y avait des codes qui ne se transgressaient pas, des lois au-dessus de toutes les autres. Et ces lois étaient inscrites dans la mémoire de chaque ride, dans chaque médaille pendue sur la poitrine de ces hommes. Les motards, incapables de braver l'ombre de leur autorité, redémarrèrent leur moteur, mais cette fois, ce fut un bruit presque timide, comme s'ils comprenaient que leur moteur n'était plus qu'un bruit de fond, insignifiant face à la scène qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Ils s'éloignèrent sans un mot, sans un regard, emportant avec eux non pas leur fierté, mais une humilité inattendue. Jean-Claude, là dans l'ombre, observait cette scène avec une intensité nouvelle. Il ressentait dans son cœur une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis trop longtemps. Ce n'était pas la violence qui avait fait partir les motards, ce n'était pas la force brute qui les avait contraints à plier, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond, le respect et la solidarité. Cette solidarité, qu'il avait cru disparue avec les années, se trouvait là, dans cette rue, incarnée par ces hommes qui, bien qu'un peu plus âgés, ne s'étaient pas laissés abattre par le poids des années.
Ils avaient démontré à Jean-Claude qu'il existait encore des armes plus puissantes que la violence, la dignité, l'honneur et l'unité. Paul s'approcha de lui, un léger sourire dans les yeux, un sourire empreint de l'amour fraternel forgé dans les tranchées. « Ça va mieux maintenant ?» demanda-t-il, son regard bienveillant comme un vieil ami qui avait enfin trouvé les mots justes pour apaiser une douleur profonde. Jean-Claude, un peu plus ému qu'il ne l'aurait voulu, hocha lentement la tête, un sourire discret s'esquissant sur ses lèvres. « Oui, mon vieux. Merci. » La reconnaissance qui se lisait dans ses yeux était sincère, profonde, comme un homme qui retrouve la lumière après des années de ténèbres. « Vous m'avez montré que, même quand on pense qu'on est tout seul, il y a toujours un moyen de faire entendre sa voix. » La nuit, ce soir-là, semblait différente. Le bruit des moteurs s'était éteint, remplacé par un silence presque solennel, celui de la paix retrouvée. Jean-Claude, allongé dans son vieux fauteuil, sentit le poids des dernières semaines se dissiper, comme si la lourdeur de la solitude et de la résignation s'était envolée avec le rugissement des motos. Il se laissa emporter par le sommeil, un sommeil tranquille, réparateur, comme s'il avait enfin trouvé une forme de résilience dans ce combat quotidien qui, au fond, ne cessait de lui rappeler des batailles bien plus grandes. Jean-Claude savait que la guerre n'était pas terminée. La vie lui avait enseigné que les défis ne se résolvaient jamais aussi simplement. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il n'était pas seul. Ce n'était pas l'âge ou la fragilité qui le définissait, mais la force qu'il puisait dans les liens tissés avec ses camarades d'antan, ceux qui, même dans le crépuscule de leur vie, étaient prêts à se battre pour ce qui valait la peine d'être défendu. Ce soir-là, il se rendit compte que parfois, tout ce qu'il fallait pour rallumer l'espoir, c'était un simple coup de téléphone, un geste d'amitié sincère. Et dans la lueur douce de la nuit, Jean-Claude sut que, malgré tout ce qu'il avait perdu, il avait encore quelque chose d'inestimable. Le respect de ceux qui avaient partagé des moments de gloire, mais aussi de souffrance. Il avait retrouvé ce qui comptait le plus, l'honneur, la solidarité et la certitude qu'il n'était pas seul.